La dépendance en céréales est devenue perspective avec la guerre russo-ukrainienne. C'est maintenant que l'Afrique se réveille d'un long sommeil et cherche de palliatifs pour son approvisionnement. Vous avez compris là. Aujourd'hui, nous parlerons de la crise alimentaire de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier avec le coordonnateur Aaron Loutété. Nous vous disons bienvenue à vous que nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Bonne attention à vous. Nous l'appelons. Monsieur Aaron, pouvez venir. Alors, Monsieur Aaron, c'est vrai, il y a très longtemps, vous étiez parmi nous. Définitivement. Et voilà, vous êtes encore revenu Oui. pour un nouveau sujet, un sujet d'actualité, que est la réforme du secteur agricole. Dernièrement, il y a le ministre, toute une délégation était allée pour la recherche, je l'ai dit bien, de maïs. Comment conclure des contrats avec les autres pays. Alors, parlons un peu du centre. Où en sommes-nous avec les centres CRPX? Le Centre de la recherche pour la promotion de l'économie coopérative et sociale est dans ses activités primaires, c'est-à-dire la recherche des solutions et des alternatives pour atteindre ou achever un développement économique. Et c'est pour ça que vous avez réfléchi sur cet article dont vous venez de publier. Définitivement. Et c'était venu d'où? Qu'est-ce que vous avez poussé à écrire sur ces secteurs agricoles qui jadis causent assez de problèmes pour le Premièrement, c'est le problème, le contexte dans lequel nous évoluons, premièrement, de nos jours. C'est premièrement, nous quittons de la Covid-19 qui déjà annonçait qu'il y aura des crises alimentaires en Afrique. Ensuite, la guerre de la Russie et de l'Ukraine qui, eux, sont des grands producteurs de céréales et d'engrais. Et c'est dans ce contexte-là que nous remarquons qu'il y a un triplement d'importations, d'où même ce que vous venez de dénoncer précédemment, qu'il y a des délégations qui vont importer encore des produits alimentaires. Et nous avons décidé de créer une optique nouvelle dans ce secteur agricole concernant les différents problèmes qui sont le nôtre à venir, c'est-à-dire que la Banque d'Afrique de développement prévoit la BAD. Oui, prévoit un triplement d'importation à atteindre à un niveau de 110 milliards de dollars l'année. Et aussi, les Nations Unies prévoient que nous arriverons à pourvoir à nos besoins qu'à 13%. Cela est un problème vraiment dérangeant, hein? Oui, dérangeant et crucial pour nous en tant que grand centre de recherche. C'est vrai, je l'avais dit tantôt, je pense dans les émissions passées, ce n'est que pendant les crises, je veux que les savants réfléchissent. Alors les gens pensent que le savant, ce n'est que le blanc, même le noir. Lorsqu'ils réfléchissent sur comment résoudre un problème, c'est déjà très important. C'est ça un économiste. C'est arriver à écrire et à réfléchir comment ils peuvent résoudre un problème du moment. Oui. Pour que ce problème soit résolu, il faudra réfléchir. Alors nous continuons dans notre sujet. C'est vrai, nous le savons tous, la crise alimentaire en Afrique s'est accentuée. Pouvez-vous nous mettre dans le contexte? Alors, comme je l'ai dit avant qu'on commence, les causes qui nous ont poussé même d'arriver à nos résultats actuels, c'est que nous avons regardé le contexte dans lequel nous évoluons. Nous évoluons dans un contexte où, premièrement, nous avons un pays qui a un grand potentiel agricole et nous faisons face à des problèmes extérieurs. Et c'est dû des chocs extérieurs. C'est dû principalement au problème de structure économique, de la structure économique qui a un caractère extraverti, c'est-à-dire que est facilement affecté par les effets de l'économie internationale. Vous pouvez nous parler du potentiel agricole congolais? Le Congo a un potentiel fort. Premièrement, on a d'abord une démographie très jeune. Lorsqu'on parle de la dividende démographique, on peut trouver que nous sommes capables carrément d'utiliser cette force motrice lorsque nous parlons des théories bosoripiennes qui actent sur l'importance des dividendes démographiques pour l'exploitation agricole. Aussi, nous avons une superficie des terres arables considérable. Plus de 80 Est-ce qu'il y a encore des terres? Parce que ça, c'est un bon sujet. Oui, nous avons 80... Est-ce qu'il y a encore des terres arables au Congo? Oui, nous avons 80 millions de terres arables, dont seulement 10% sont utilisées. Et nous sommes le deuxième pays au monde à avoir une plus grande disponibilité de terres arables après le Brésil. Et c'est vraiment une capacité, un potentiel énorme que nous avons. C'est-à-dire que si nous descendons sur le terrain,
nous trouverons réellement? Parce que là c'est une question très importante. Nous l'avons si géré, je crois, avec M. Wali, qui nous suit, je pense, en passant, nous les saluons. Nous avons voulu débattre sur ces sujets. Est-ce que le Congo a encore des terres arables? Il y a plusieurs terres de partout. Et si vous pouvez, oui, vous pouvez prendre la route du Congo central aujourd'hui et vous allez trouver qu'il y a des villes telles que Kisantu et autres. Mais à part ces grandes villes, vous allez trouver l'espace vert attendant des exploitants à main ouverte et à bras ouverts. Attendez les exploitants. Oui. C'était très beau. Alors, comment expliquez-vous les contrastes entre le potentiel agricole congolais et la crise alimentaire? Comment vous l'expliquez? Le contraste est tel que, premièrement, nous sommes une ex-colonie, c'est-à-dire que la structure économique héritée de l'époque coloniale a un sens extraverti, c'est-à-dire que c'est tourné vers les métropoles. Ça crée une fragmentation des marchés, c'est-à-dire que nous n'avons nulle part où aller vendre. Aujourd'hui, nous pouvons prendre un exemple clé. Il y a l'entreprise Daipen qui produit des poulets. Mais il est impossible de trouver le poulet Daipen dans les supermarchés aujourd'hui. Pourtant, c'est un producteur congolais. Et c'est quoi le problème? Il devait avoir un accès au supermarché. Le problème est que les différents supermarchés ont une chaîne d'approvisionnement tournée vers la métropole. Si ce sont des Indiens, ils s'approvisionnent en Inde. C'est-à-dire qu'ils doivent retourner les capitaux. Notre économie est incapable de capter les richesses créées dans son propre sol. Lorsque nous parlons aussi des défragmentations du marché, nous parlons aussi des problèmes des intermédiaires qui existent dans les marchés. C'est-à-dire que des spéculateurs qui spéculent à la hausse et à la baisse selon les besoins. Ça crée un vrai problème. Et puis nous avons encore des problèmes de technologie et des problèmes des routes. Il y a une quasi-inexistence de routes de desserte agricole. Cette symbiose de problèmes crée un plus grand problème de toute la structure économique qui rend incapable les différents acteurs économiques de travailler dans le pays sans pourtant créer un marché propre à lui-même. Mais est-ce que, c'est vrai, il y a des problèmes liés au pays, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a à la structure économique, yeah. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont prêts, comme on voit dans d'autres pays, vous et moi, vous venez peut-être, vous êtes même sortis du pays, là, vous venez. Est-ce qu'on peut trouver encore des Congolais qui sont prêts à produire ce que les autres Congolais ou ses frères Congolais, ses sœurs congolaises peuvent manger? Oui, les Congolais, le Congo... Je vois tout le monde est orienté dans les secteurs. Oui, le Congo a un très... Dans le secteur des services. Oui, a un très fort potentiel. Pourquoi? Parce que nous ne nous limitons pas à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Mais même à Kinshasa, vous pouvez quitter Kinshasa pour aller, par exemple, à Njili. Vous pouvez même quitter... Non, nous ne pouvons même pas quitter Kinshasa. Allons à Gombe, vous allez trouver... Il y a certaines places où quelqu'un est en train de cultiver la terre. Et cette culture le permet de vivre. C'est de quasi-subsistance, c'est-à-dire qu'il ne produit que pour vivre le jour au lendemain. Mais il est aussi important de savoir que dans le Congo en son entièreté, contient plus de 70% de sa population dans le secteur agricole. Lorsque vous allez dans... Plus de 70%. Plus de 70% des personnes habitant dans des milieux ruraux arrivent en l'agriculture comme activité primaire. Plus de 70%. Plus de 70%. Vous n'avez qu'à aller voir. Mais il est fort déplorable que cette activité n'est qu'une activité de subsistance, c'est-à-dire que nous ne produisons que pour survivre. Voilà. Pas pour le vendre, l'échanger, les amener au débouché, comme on m'appelle le marché. Parlons d'abord des contrats. Quels sont alors les contrats de ces secteurs agricoles? Les contrats du secteur agricole, c'est les mêmes, c'est ce que je viens de citer précédemment. Je peux encore ajouter qu'il y a encore des manques des centres de recherche agricole, des manques de formation des moniteurs agricoles. Il y a plusieurs problèmes dans l'acheminement des produits. Il y a la chaîne d'approvisionnement qui est complètement tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un Congolais de commencer à produire aujourd'hui et de trouver un marché idéal pour lui. Vous pouvez commencer à produire par exemple de l'eau. Où allez-vous vendre votre eau? Dans les supermarchés, ils importent l'eau. Le Congolais a tendance à préférer les produits importés, c'est-à-dire les poulets importés par rapport au poulet local. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, qui ont supprimé l'importation des poulets en faveur du marché local.
C'est dans cette perspective que nous voulons dire tout simplement que le problème du secteur agricole et de l'économie congolaise en général, c'est sa structure économique qui est fragmentée et extravertie. Sa structure économique est fragmentée et extravertie. Est-ce qu'on peut comparer le secteur agricole congolais à celui des sports en termes d'intention? Est-ce qu'on peut le comparer le premier facteur est de savoir que au Congo, et il est vraiment déplorable, de savoir que le sport est mieux organisé que l'agriculture. Qu'est-ce que vous préférez entre le secteur agricole et celui des sports? Quelle est votre préférence en premier? Une balance entre jouissance et nécessité. Je pense que la nécessité est meilleure. Je pense que l'agriculture est meilleure. Vous allez voir que ce constat est réel parce que si vous allez même dans mon ordinateur, il y a plusieurs projets qui concernent le domaine agricole. Mais essayons un peu de comprendre le problème qui existe. Allez-y. C'est quoi le problème? Le domaine du sport est mieux organisé que le domaine agricole. Pourquoi? Parce que les deux domaines ont un point commun. Lesquels? Le sport comme l'agriculture dépend premièrement de la culture de la personne. Et c'est une activité identitaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever un bon matin et dire à toute la population de commencer l'agriculture. C'est carrément impossible. Et ça dote d'abord de la volonté des personnes de se lancer dans cette activité. Mais lorsque ces hommes se lancent dans cette activité, ils supposent qu'ils vont être protégés par une certaine structure qu'ils maîtrisent eux-mêmes. C'est ainsi qu'il y a la création de la fédération de football, c'est-à-dire pour protéger les footballs. Et lorsqu'on voit la fédération de football, elle est décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a des fédérations au niveau des provinces, au niveau des villes et les clubs. Dans le secteur agricole, l'État est incapable aujourd'hui de se tourner vers une institution pour régler son problème alimentaire. Et aujourd'hui, nous voyons l'État dépourvu de force, obligé d'aller importer. Pourtant, l'agriculture devait être un secteur régi et fédéré. Un secteur vital. Oui, c'est-à-dire décentraliser et fédérer, créer une fédération agricole. Mais vous savez, on a parlé de l'agriculture, des priorités. L'État va accorder, je m'imagine encore à cette période-là, il avait fait les crédits agricoles. Dans les banques, on accordait cette opportunité aux gens qui cultivaient. Moi, je me dis, il y a un autre problème. Il y a aussi, la population, qu'il faudrait aussi se réveiller, c'est dire les temps que nous produisons pour notre République. Oui, il y a des millionnaires au Congo, on ne peut pas réveiller une population qui est déjà éveillée. Le problème de l'agriculture, ce n'est pas quelque chose de donner des crédits. Vous pouvez bien donner des crédits, mais une seule personne portant une charge de prenant $10,000 de crédit bancaire. Et la production connaît un problème. Dites-moi, quelle est la répercussion à l'économie générale, même à la banque qui a eu à accorder ces crédits? Oui, nous disons que la population a besoin nous devons accorder un pouvoir réel à la population. Non pas comment accorder ces pouvoirs? Parce que je me dis, le vrai problème de ces secteurs, je le dis bien, c'est les infrastructures, c'est le moyen technique et le moyen financier. Quel pouvoir l'État doit encore accorder à ces agriculteurs? Le pouvoir qu'on peut accorder à l'agriculture, c'est de leur donner une structure bien organisée d'activité, c'est-à-dire que les organiser en société coopérative. Par exemple, si nous prenons un exemple clé aujourd'hui, le domaine de pêche. Nous avons eu plusieurs spéculations sur des créations des coopératives de pêche, mais si aujourd'hui nous réunissons des pêcheurs en coopérative, premièrement, ils ont une crédibilité formelle, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller à la banque et avoir des crédits. Voilà. Deuxièmement, ils ont une force économique. C'est-à-dire qu'en tant qu'institution, ils ont une force juridique et économique basée sur leur propre activité. C'est dans cette mesure qu'ils sont capables, premièrement, d'affronter les investisseurs étrangers ou même d'affronter l'État lui-même, parce que ne vous en doutez ça, pas que c'est une guerre. Est-ce qu'on peut affronter l'État? Je parle de faire front selon les intérêts. Parce que le domaine agricole... Donc il devient une force. Le domaine agricole a connu plusieurs tendances, même dans ce pays. Il y a eu un moment où on a voulu faire des fermes étatiques.
C'est-à-dire que faire une ferme où les populations vont venir travailler et l'État va commencer à jouir de ce produit. Ces genres d'activités ont été faits dans le passé, ne vous y trompez pas. La Chine, dans son temps, ont organisé, lorsqu'ils étaient encore une Chine tournant vers le socialisme et le communisme, ils étaient en train de produire avec des travailleurs qui étaient... les terres étaient remises à l'État. Et les gens venaient travailler pour l'État. Et ce que l'État faisait, il payait maigrement les agriculteurs et tirait bon profit de tous les grands lots de la production. C'est même ce système qui n'a pas permis à la Chine d'évoluer dans ce secteur-là. Ce n'est qu'une réforme qui a été faite par Deng Xiaoping qui montre un certain changement lorsqu'ils se sont ouverts à un système plus libéral. Ici, nous ne pouvons pas fermer un secteur, mais la libéraliser en structurant les différentes composantes qui sont aujourd'hui non structurées et manquant de capacité à interagir avec les étrangers. Parlons d'investissement étranger. Si aujourd'hui nous ouvrons nos terres, nous appelons des investisseurs étrangers pour venir exploiter au Congo, dites-moi, quelle population va travailler avec une grande firme européenne? La firme européenne ne peut pas, en tant que firme, juridiquement, travailler avec une personne. C'est impossible. C'est ainsi que l'État doit premièrement introduire le système coopératif dans le secteur agricole. Organiser les populations en coopératives agricoles. Deuxièmement, l'État doit octroyer des titres de propriété aux différentes communautés rurales. Par exemple, en Mbuji-Mayi, dans un village à Mbuji-Mayi, cette communauté-là va avoir un titre de propriété. Dans les domaines des affaires, nous savons que celui qui tient le titre de propriété a une plus grande valeur lorsque nous parlons des choix de contrat. Cela donne un pouvoir, premièrement, économique et un pouvoir juridique aux différentes populations dans tout le secteur agricole. Il faut le savoir clairement que l'appel aux investissements étrangers a été fait au Brésil récemment. L'ex-président a été chassé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a commencé à vendre, à octroyer les terres, l'État a perdu sa souveraineté dans plusieurs parties. Et comme l'agriculture, comme au Brésil aussi, était pour la subsistance, les populations se sont trouvées avec le choix d'aller vers une immigration forte dans des pays comme les États-Unis ou le Canada. C'est ainsi qu'il faut donner aux populations une capacité, un pouvoir d'agir premièrement avec l'État lui-même. Ce qui fait la souveraineté de l'État, c'est l'hégémonie de sa terre. Lorsque l'État commence à céder les terres, il cède un pouvoir. Il y a des pays comme le Zimbabwe aujourd'hui, les nombres de Chinois commence à dépasser la population locale. Et les Chinois ont une plus grande importance dans ce pays-là que même les autochtones. Nous le voyons et ça se fait. Il y a un chercheur, M. Nidou, qui dit que le loup est à la porte. C'est-à-dire qu'il y a plus de 46 millions d'hectares de terres qui ont été achetés par des étrangers. Et la plupart de ces terres sont en Afrique. Pas seulement en Afrique, en général. Nous voyons aujourd'hui ici que petit à petit, il y a une forme d'expropriation de terres. Pour se protéger, l'État doit... Donc, qui est habillé, hein, qui ne voit pas clairement, mais par les actes, on sait comment les détecter. Voilà. Oui. L'État doit octroyer des titres de propriété d'un contrat amphithéotique, c'est-à-dire que les populations ne seront pas propriétaires, c'est-à-dire ils n'auront pas l'habilité de disposer de la chose, mais quand même d'en jouir les produits. C'est en ces étapes-là que l'État peut commencer maintenant à investir dans l'agriculture vivrière, qui est alors un socle important, parce que l'agriculture vivrière permet d'abord aux populations de se nourrir. Nous ne pouvons pas commencer l'industrie s'il y a famine. Aujourd'hui, nous avons le secteur minier, mais le secteur minier est un grand secteur au Congo, que nous ne voyons pas vraiment la pertinence, même s'il est cité comme le secteur le plus productif, mais nous ne voyons pas vraiment la pertinence parce que il y a le secteur agricole qui n'est pas bien structuré. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas affectés par les profits qui sont faits dans ce secteur-là. Si nous sommes capables de tirer profit des profits qui sont dans ce secteur-là en les réinvestissant dans l'agriculture vivrière, c'est-à-dire que nous investissons dans les sociétés coopératives, nous investissons aussi dans l'infrastructure pour permettre aux sociétés coopératives de mieux
parcourir leur chemin vers des marchés productifs. Nous continuons, parce que là, c'est vrai, vous parlez de créer toute une coopérative dans les secteurs agricoles pour que les gens qui y travaillent puissent constituer une force. Mais disons-nous de vérité en face. Nous sommes, c'est vrai, dans un monde, je le dis bien, mondialisé. Dans un monde globalisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la zone de libre-échange continental. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque clairement ces secteurs agricoles? Qu'est-ce qui bloque? C'est la structure. La structure. C'est quoi lorsque vous parlez de la structure? Oui, là, lorsqu'on parle de la structure, la structure, c'est un ensemble d'institutions. Des règles des jeux et des mécanismes d'application. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait que le Congo, jusqu'aujourd'hui, n'arrive pas à produire ce que nous consommons? Oui, on ne dit pas de produire tout ce que nous consommons, même le premier, le produit de base, comme le maïs. Lorsqu'on parle de la structure, les riz et il est vraiment la question de définir les institutions qui sont à l'intérieur. Nous avons les ménages, nous avons l'État et nous avons aussi le monde extérieur. Et à définir les règles du jeu, nous allons travailler sur base de quoi? Dans un système coopératif, dans un système libéral, comme dans l'appel aux investisseurs étrangers. C'est ainsi que nous voyons les différentes tentatives ne marchent pas. C'est ainsi que nous proposons de restructurer ce système agricole en la fédéralisant par des sociétés coopératives, en donnant des titres de propriété aux différentes populations, afin qu'ils puissent jouir de leurs terres. Et aussi, nous demandons que nous puissions commencer comme angle de pivot le développement de l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que cette agriculture permettra d'abord à l'État d'avoir un dire sur les niveaux de prix dans le marché et contrôler l'inflation. Ça lui servira aussi de donner des matières premières à l'industrie nouvelle. C'est dans ce fait-là que nous voyons une tendance réformatrice qui peut être appliquée dans le secteur agricole. Mais il faut retenir que c'est important pour nous de fédéraliser l'agriculture. Il faut fédéraliser l'agriculture doit être un État dans un autre État. Nous négligeons l'agriculture, mais après la défense du territoire, c'est l'alimentation. Ça fait partie des besoins primaires de la population. Et l'État... Des besoins vitaux. Oui. L'État, après avoir sécurisé, doit s'occuper de l'alimentation. Et ce secteur ne peut pas être laissé comme... entre les mains. Dans une fonction naturelle. C'est-à-dire que quiconque peut venir et faire du n'importe quoi et s'en aller. Ça doit être sécurisé. En d'autres termes. Oui, par une fédération agricole. Alors, quelles sont les priorités de ces secteurs, sans oublier les réformes engagées? La priorité primaire est premièrement de sortir du sens extroverti de cette économie. C'est-à-dire que prenons la situation actuelle. Oui, commencer. Quelle est la priorité face à cette situation où les autres provinces ont besoin, je l'ai dit bien, de contre le maïs? Oui, la priorité. Par où il faut commencer? C'est quoi la priorité? La priorité est la production. Il ne faut pas, nous ne devons pas rêver. L'État mais c'est un secteur de long terme, vous le savez mieux que moi. Oui, l'État à court terme, il faut résoudre le problème. Oui, à court terme, oui, nous pouvons prendre bel et bien des importations, mais les importations ne suffisent pas. Aujourd'hui, si nous sommes capables, sans pourtant importer, être capables de regrouper les populations dans le secteur rural en coopérative et en leur dotant des capacités de pouvoir acheminer leurs produits dans des marchés clairs et en définissant des marchés clairs, nous serons capables aujourd'hui de subvenir aux besoins. Comme dernièrement, nous étions dans la route du Congo central, nous voyons clairement des produits en train d'être jetés par des populations. Ils jettent des produits parce que les produits ne sont pas vendus. Nous avons un problème capital qui peut être résolu d'une façon claire. Trouver un moyen d'acheminement par l'investissement dans l'infrastructure et aussi trouver un moyen de structurer, de donner un pouvoir aux différents acteurs dans ce secteur, c'est-à-dire les réorganiser en coopératives. Les coopératives seront capables de produire assez, non pas seulement pour une population nationale, mais pour une population mondiale. Donc viser le marché extérieur. Non pas viser le marché extérieur, mais engager un mouvement d'activité interne. C'est-à-dire que lorsque les populations vont commencer à produire, les produits vont être achetés au Congo. Consommés à Kinshasa ou bien dans les villages. Dans d'autres provinces. Il y a premièrement circulation de la monnaie. La monnaie circule, c'est un bien pour le taux d'échange,
Parce qu'aujourd'hui, le taux d'échange, nous remarquons que les gens refusent même d'être payés en francs aujourd'hui. Parce que le taux est volatile. Il est important, premièrement, comme je l'ai dit, d'organiser ces personnes-là. Leurs fruits vont booster l'activité interne. C'est-à-dire que les coopératives, après avoir leur plus-value, ne vont pas aller acheter, par exemple, des voitures venant de Chine ou de je ne sais pas où. Non, ils vont réinvestir dans leur communauté en créant peut-être des écoles, en créant des hôpitaux de santé. Et ces hôpitaux de santé vont créer d'autres besoins. C'est-à-dire que les populations vont être autonomes et professionnelles. Le niveau de professionnalisation se fait en les structurant en coopérative. Et l'autonomie vient dans la manière où le plus-value est réinvesti aux besoins de la communauté. Ça fait que l'économie pourra quand même répondre aux besoins de la population ou lieu de produire des choses qui ne sont même pas utilisées. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire qui produit le cacao. Dis-moi quel Ivoirien aujourd'hui va prendre du chocolat un bon matin. Lui qui cherche son pain. Non, ils sont là, mais pas nombreux peut-être. C'est carrément impossible. C'est carrément impossible. Aujourd'hui, nous crions que nous avons beaucoup de richesses dans le potentiel. Oui, potentiel minier. Potentiel agricole. Mais potentiel minier. Lorsque nous voyons les pays comme les États-Unis, ce n'est pas seulement des richesses minières, ce n'est pas seulement la technologie. Nous avons l'agriculture aussi. Nous avons aussi beaucoup d'autres œuvres. Aujourd'hui, je ne sais pas, jadis, je crois bien, jadis, le comble était que Obamacare créait un vrai problème aux Américains, au niveau de la santé. Parce que certains Américains trouvaient que Obamacare était en train de gonfler les reçus des soins. Ces genres de problèmes ne peuvent être activés au Congo que dans la mesure où nous avons suffisamment à manger et que les coopératives sont capables de créer des mutuelles de santé où une personne peut quand même réclamer que nous sommes en train de booster des trucs fictifs. Mais aujourd'hui, il nous est impossible d'arriver à ces seuils. Pourquoi? Parce que notre premier problème réside premièrement à survivre au lendemain. Et pour survivre le lendemain, il faut manger. Le secteur agricole est un secteur primordial et les coopératives est la clé suprême pour organiser ces populations. Parce que premièrement, nous souffrons d'un problème de formation. Comment former ces agriculteurs? Comment les recycler aussi? Le système coopératif prône une formation continue. C'est-à-dire que lorsque vous venez dans une coopérative, vous serez formé perpétuellement. Comment? De façon continue. Oui. Comment capter les richesses, les plus-values générées dans les entreprises? La coopérative prône un développement communautaire des besoins primaires. Comment alors enlever le système de monopole et d'hégémonie dans les entreprises? La coopérative prône une gestion démocratique. Dites-moi, madame, n'est-ce pas un outil réel pour former ces populations dans le secteur rural? Mais je pense après la formation, je l'avais dit tantôt, il y a d'autres besoins énormes. Nous voulons d'abord parler, je pense, de réformes dans ce. Quelles sont les réformes qui peuvent, je le dis bien, booster ces secteurs? Le cas de la République démocratique du Congo. Les réformes, d'abord, nous devons appliquer premièrement des politiques, une litanie de politiques tant conjoncturelles que structurelles. Premièrement, nous avons besoin d'une politique structurelle. Parce que nous pouvons bien, par exemple, mettre un quota sur les importations. Mais cela va se traduire sur l'équilibre temporaire. Mais il est important de restructurer premièrement le secteur. Et cette restructuration est suivie d'une restructuration de toute l'économie entière, en palliant le sens extraverti. C'est-à-dire que l'État doit chercher de capter les richesses créées dans son propre sol. Premièrement, en organisant et en donnant le pouvoir professionnel et autonome aux différentes populations dans le secteur informel, c'est-à-dire le rendre formel, c'est-à-dire quitter de l'informel au formel, quitter du monde rural à l'urbanisme. C'est-à-dire que nous devons faire cette transition. Et cette transition nécessite... Ça va prendre du temps, c'est pas d'un coup. Je ne pense pas. C'est tout un processus. Oui, ce sont des politiques structurelles, ça peut prendre du temps, mais les effets de cette politique structurelle sera immédiate. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un potentiel qui est en train de chômer. C'est ce que nous ne réalisons pas. Il y a un fort potentiel qui est au chômage aujourd'hui.
Et lorsque il suffit simplement de restructurer et de donner une capacité à ce potentiel-là, et vous verrez que, c'est l'exemple que je vous ai donné, il suffit que nous puissions être capables de regrouper les populations sur le long de la route du Congo central, ces populations en coopérative, et leur accorder un marché. Nous verrons que certains problèmes de prix que nous avons ne seront plus. Mais là, il faut revoir aussi le problème de route, vous l'avez dit, la connectivité entre les provinces, entre les villes. On ne peut pas dire que le bas Congo c'est un problème de route. Ah, ne vous en faites pas. C'est ainsi que je dis. Au fin fond de Louose, au fin fond de Mayom, ne vous en faites pas. Oui, ça. Ne vois pas les grandes routes. Mais je dis ceci, les effets seront immédiats. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà en ce moment, je t'ai dit qu'il y a des produits qui sont en train de pourrir par manque d'initiative. Évacuation. Oui. Si nous regroupons ces populations, il y a aussi des main-d'œuvre. Comme je vous ai parlé de la dividende démographique, il y a la main-d'œuvre. La population, elle est jeune. Et il y a la main-d'œuvre qui est en train de chômer. Cette main-d'œuvre-là, qui est mise dans un statut légal et formel, seront capables de nourrir tout le Kinshasa, même d'autres villes. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mais une question nous aimerons vous poser. Je pense que vous devez le résumer. Si nous venons de parler de la réforme du secteur agricole congolais, nous savons tous que ce problème de la crise alimentaire n'est pas qu'un problème congolais, mais aussi un problème africain. C'est quoi le problème agricole du Congo et comment comptez-vous le résoudre? En quelques lignes, que diriez-vous à cette personne? De l'agriculture au Congo en quelques lignes. Est un problème structurel. Il n'y a pas la structure. Non, là vous avez baissé les tons. Allons-y, calmez-vous. C'est un problème structurel. Il n'y a pas de structure. Voilà, le problème agricole est un problème structurel. Et pour résoudre ce problème de structure, il faut premièrement créer une fédération agricole composée des agriculteurs capables de répondre, qui connaissent leurs propres besoins et qui sont capables de gérer leurs besoins. Ainsi aussi, donner le pouvoir aux populations dans le domaine rural, c'est-à-dire les professionnaliser et les autonomiser par la structure coopérative, en les réunissant en sociétés coopératives. Les sociétés coopératives, ce sont des sociétés réelles, capables de fournir des revenus et sont gérées comme toute autre société. Et ces sociétés coopératives formeront des ensembles par le principe de coopération entre coopératives, c'est-à-dire que se fédéralisant, ils créeront une fédération agricole. Cette fédération agricole sera capable de lutter comme élément de protection de ce secteur-là et sera capable d'être en partenariat avec l'État dans plusieurs autres secteurs. Il faudrait aussi donner l'hégémonie du pouvoir aux différentes populations, c'est-à-dire leur rendre capables de jouir de leurs terres par des titres de propriété. De vous penser si nous regroupons cette population agricole en coopérative, on le forme, on essaie de voir les problèmes liés aux infrastructures, le Congo n'aura plus le problème qui revient à chaque moment. Je ne pense pas qu'ils auront un problème lié, parce que cette application, cette agriculture, cette forme agriculturelle est une forme aussi appliquée en France aujourd'hui. La France a un parlement agricole. Oui, qui s'occupe des problèmes agricoles. Il y a aussi l'assemblée permanente des chambres agricoles. C'est-à-dire, les chambres agricoles sont quoi? Ce sont l'ensemble des fermiers dans une province donnée. Et cette décentralisation de pouvoir est hiérarchisée. Ça donne un pouvoir à chaque agriculteur. Aujourd'hui, lorsque nous voyons des publicités, nous voyons un fermier en train de produire. Ne vous inquiétez pas, ce que nous ne remarquons pas, c'est les voitures qui viennent là. Ça n'appartient pas aux fermiers. Ça appartient à l'ensemble des fermiers. Parce que ce rassemblement crée un pouvoir économique et juridique. Ça donne la capacité aux populations d'interagir avec d'autres plus grandes institutions telles que l'État, tels que les investisseurs extérieurs. Est-ce que vous êtes prêt à vous-même à pratiquer les activités agricoles? Oui, je suis prêt à pratiquer les activités. Et vous avez déjà commencé peut-être à y faire où vous? Donc si aujourd'hui on vous donnait le moyen, vous pouvez gérer assez des terres et commencer à cultiver afin de nourrir toute la population congolaise. La gestion ne sera pas seule, c'est ainsi que j'accepte. Voilà, nous allons gérer ensemble en coopérative. Je suis prêt.
Parce que je sais très souvent... Je suis prêt, je suis prêt à travailler ensemble. Aujourd'hui, nous voyons les mamans maraîchères. Ce n'est pas qu'ils vendent ensemble, ils travaillent ensemble dans les différentes terres où ils se trouvent. C'est un système de coopération. C'est-à-dire que je travaille ici, tu travailles là, et on s'assemble pour aller vendre. Ce système est déjà présent avec nous. Nous sommes déjà prêts à répondre aux problèmes agricoles dans ce pays. Nous importons plus de 2 milliards de tonnes de produits alimentaires par an. C'est énorme. Oui, la Banque mondiale a réservé 7% du budget pour l'affectation de 7% de budget dans le secteur agricole. Nous avons déjà atteint 7%. C'est-à-dire qu'il y a des financements qui sont là, il y a des moyens, mais ces moyens ne sont pas structurés et cadrés dans un bien orienté. Oui, dans un plan réel agricole. Alors, c'était la fin de ce numéro de l'émission Parlons économie sur la réforme du secteur agricole. Il faudra réformer ces secteurs, mais pour le réformer, il faudra créer des coopératives, former ces personnes. Nous vous disons au revoir et à très vite.